Grâce au digital, on peut on capte de la valeur. Cette valeur, on vient baisser le prix du permis de conduire pour l'élève. Donc tu l'as noté, à peu près 40% de moins que dans une auto-école traditionnelle. Mais d'un autre côté, on vient aussi mieux rémunérer l'enseignant de la conduite. Un enseignant de la conduite, ça gagne en France un petit peu plus que le SMIC. Nous, ce qu'on vient faire, c'est on vient le rémunérer quasiment 60% de plus que ce qu'il peut toucher en auto-école traditionnelle. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Dans cette émission, nous montons en voiture derrière le volant et pour passer le permis, ce fameux permis de conduire, nous l'avons tous ou presque et pour certains d'entre nous, nos enfants le passent. En tout cas, c'est une réalité pour moi. Alors, en voiture Simone, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Rudolph, cofondateur et CEO de la plateforme qui permet de passer le code de la route et le permis de conduire. Alors peut-être que si vous n'êtes pas concerné par le passage du permis, la plateforme En Voiture Simone ne vous dit trop rien. Sachez que tous les jeunes de France la connaissent car c'est la solution pour prendre des cours de conduite jusqu'à 40% moins cher que dans une auto-école classique. Juste un chiffre, 1,5 million d'utilisateurs inscrits depuis 2015. S'il était bien un marché réglementé et organisé, c'était celui du permis de conduire, structuré autour des inamovibles auto-écoles. Les choses ont changé et le marché a été complètement bouleversé. C'est ce que nous allons demander à notre invité de nous expliquer dans un premier temps. Ensuite, nous nous intéresserons à la proposition de valeur de En Voiture Simone. La plateforme est une solution d'intermédiation entre les apprentis et les instructeurs. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Quel est le business model ? Comment fait-on pour exister face aux acteurs historiques ? Enfin, et comme à notre habitude, nous ferons un focus sur la relation client. Ici, les enjeux de fidélité et de repeat business ne semblent être pas les plus importants. En revanche, il est peut-être bien plus question de réassurance et d'acquisition. Mais avant de commencer, Édouard, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour à toutes et à tous, donc Édouard Rudolph, cofondateur et CEO d'En Voiture Simone. J'ai 38 ans et 3 enfants. Et merci de ton invitation, Cyril. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. J'ai plein de sujets que j'ai envie d'évoquer avec toi, comme je le laissais entendre dans l'introduction. J'ai à la maison des enfants qui sont en âge de passer le permis. Et évidemment, quand je leur ai dit que je recevais ce matin le cofondateur d'En Voiture Simone, ils m'ont dit « Waouh, génial, tu lui demandes des ristournes ». Ils sont pas fous parce que je leur ai dit que s'ils s'étaient pas inscrits pour passer le bac, pour passer le permis avant leurs 18 ans, c'est eux qui allaient devoir le payer. Bref, trêve de plaisanterie. T'as un profil plutôt... donc t'es un entrepreneur aujourd'hui, mais tu as fait quoi ? T'es un ingénieur, t'es un commercial, marketing, c'est quoi ton Alors background ? j'ai plutôt un profil école de commerce avec une spécialité financière.
J'ai débuté ma carrière en banque à Paris et à New York. Je suis revenu de New York très rapidement, du jour au lendemain. Très rapidement, c'est combien de temps après avoir... C'est 10 heures, c'est à peu près le temps de l'avion, parce que mon papa est malheureusement décédé assez brutalement quand j'avais 25 ans. Donc voilà, je suis revenu à Paris très rapidement. Et j'ai repris une petite société familiale dont la famille dépendait. Donc ça vendait des plaques minéralogiques devant les préfectures et les sous-préfectures de France. Et c'était une activité qui était en déclin, parce que vous le savez tous, maintenant la plaque minéralogique que vous avez sur votre voiture est à vie, alors qu'avant, quand vous achetiez ou vous vendiez un véhicule, vous la changiez. Et le business familial avait des échoppes devant les préfectures et sous-préfectures pour justement changer ces plaques. Donc j'ai récupéré un business qui était en train de mourir complètement. Mais alors, qu'est-ce que c'était absolument catastrophique. Mais on est en quelle année là? Alors là, on est en 2009. En 2009, tu récupères ça. T'as alors une formation généraliste, mais enfin avec quand même une marque finance, enfin une empreinte finance. Ça te prédestine pas forcément à reprendre la gestion d'une PME sur un marché réglementé là déjà quelque part. C'est vrai, mais mon père était entrepreneur, je lisais sans blague, Challenge à l'âge de 14 ans, j'ai toujours voulu en fait être entrepreneur. J'ai fait des études parce que il fallait faire des études et que c'est bien d'en faire et que ça permet d'avoir un bagage en cas de problème, parce que l'entrepreneuriat est une activité quand même très compliquée, faut le rappeler. Donc on ne sait jamais de quoi demain est fait, et ça c'est un parachute. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en as appris de cette expérience? Combien de temps elle a duré cette expérience-là de reprise de l'entreprise familiale? Elle a duré presque 3 ans. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait de cette activité? Parce que quand la loi change, elle repart pas dans l'autre sens généralement, ou du moins pas très vite. Donc dans cette loi, j'ai eu la chance d'identifier une opportunité qui était la possibilité de dématérialiser en fait le processus de carte grise. Donc il y a toujours de l'achat et de vente, toujours l'achat-vente de véhicules se fait en France. Dématérialiser l'achat de carte grise, ça veut dire que tu n'es plus obligé de te rendre toi-même en préfecture ou sous-préfecture pour effectuer les changements ou les enregistrements de carte grise. Exactement. Et que tu peux mandater quelqu'un via un processus digital pour le faire à ta place. Voilà. Donc nous, en fait, moi et un développeur à l'époque, on s'est lancé là-dessus. On a créé un site qui s'appelait cartegriserapide.com. Et on a fait partie des premiers en fait à arriver sur Google, et notamment Google Ads, pour faire justement cette démarche pour les particuliers. Et ça a très très bien fonctionné, parce que l'entreprise est passée de 200 000 euros de chiffre d'affaires, donc ça c'est ce que je récupérais avec 20 000 euros de trésorerie, à quasiment 2 millions d'euros en l'espace de 12 mois. Avec une marge assez confortable, donc c'était super. Après, c'était un business où il n'y avait pas énormément de barrières à l'entrée, donc comment ça fonctionne en fait, parce que ça veut dire que l'administration a elle-même ouvert ses workflows puisque j'imagine que tu n'allais pas en préfecture ou sans préfecture avec une pile de dossiers à enregistrer. Ouais, exactement. Il fallait demander un agrément. Donc un agrément auprès du ministère de l'Intérieur et un agrément auprès du ministère des Finances. Donc cet agrément nous permettait de nous connecter au système d'immatriculation des véhicules, le fameux SIV. Et dedans, nous envoyons les informations. Donc par exemple, tes informations, Cyril, voilà, tu as acheté un nouveau véhicule. Imaginons que ce soit un Renault Captur. On a toutes les informations de ce véhicule-là et on fait en sorte de le mettre à ton nom. Et on récupérait un PDF. Qui te permet, qui est un certificat provisoire d'immatriculation qu'on t'envoyait par mail en disant voilà Cyril, tu vas pouvoir rouler pendant 1 mois avec, et ne t'inquiète pas parce que l'Agence nationale des titres sécurisés va t'envoyer la carte grise par recommandé à ton domicile. Et pour cette démarche-là, tu vas nous payer environ, c'était à peu près une 30aine d'euros à l'époque, et on collectait également les taxes.
donc les taxes régionales. Donc on avait développé un simulateur qui permettait de parfaitement calculer l'ensemble des taxes en fonction du département où tu immatriculais le véhicule. Et ça te faisait économiser un temps précieux. Après, donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée, donc voilà, beaucoup de gens se sont mis dessus, les marges ont commencé à fondre, donc on a switché ça en B2B et on a proposé cette solution plutôt à des concessionnaires, à des garages, à des gens qui faisaient ça tous les jours. Parce que comment ça se passait pour eux avant Ils le faisaient en fait, ils avaient un ou une secrétaire à l'intérieur et puis ils faisaient les dossiers en fait à la main. Et ils allaient à la préfecture tous les mercredis déposer leur tonne de dossiers. Ah oui. Donc nous, on leur a apporté une sorte de solution, une petite solution SaaS en fait, c'est ça, ouais. voilà, qui leur permettait de faire ça informatiquement. Donc ça a permis de continuer. Et puis ensuite, on s'est lancé. Je me suis lancé. Toujours avec le même développeur sur les formalités de création d'entreprise. Donc un peu rien à voir. T'es toujours quand même dans les formalités quelque part. Ouais, c'était toujours dans les formalités. Et en fait, donc l'auto-entrepreneur prenait un essor assez important à l'époque. Et on s'est dit comment on peut en fait aider ces gens-là à la fois à s'inscrire, mais pas que ça, parce que ça reste assez simple. Surtout en fait à gérer leur activité, à les développer. Donc là, on a fait en sorte de développer un logiciel de devis, de facturation, de calculateur de charges, de guide aussi qui leur permet en fait de lancer leur activité. Donc là, j'ai créé ça et ça a très bien fonctionné aussi. Et ça, c'était après ou en parallèle de l'activité Cartégrise ? C'était en parallèle. Et tout seul ? Et tout seul, avec un développeur, puis un autre, qui était à mi-temps. Et puis à un moment, en effet, je me suis rendu compte que ça faisait un peu trop pour moi. Et là, j'ai dans mon réseau, donc j'avais, qui était minuscule à l'époque, c'est-à-dire Family and Friends. Là, on est en 2012, 2013. Là, on est en 2013, exactement. En 2013, donc j'ai une de mes meilleures amies qui a un petit frère que je côtoie de temps en temps dans quelques soirées, et qui a un profil ingénieur et qui a une volonté de faire de l'entrepreneuriat. Et il est en master en entrepreneuriat à Grenoble, donc l'école de management. Et donc, dans une soirée, je lui dis écoute, voilà ce que je fais, c'est assez amusant, ça marche bien, je travaille avec des développeurs, c'est cool, quoi, on s'amuse bien. Mais je commence à avoir besoin d'aide. Est-ce que ça t'intéresserait ou pas, après ton master en entrepreneuriat, de venir voir, de venir me donner un petit coup de main pour structurer un peu ça et avancer. Donc, il me dit écoute, moi je recherche un job en parallèle. Mais écoute, pourquoi pas pendant ma recherche de job. Donc il s'appelle Édouard aussi, Édouard Pelez. Et puis l'histoire, on va en parler après, mais fait que ça fait une dizaine d'années qu'on ne s'est pas lâché, que c'est mon associé aujourd'hui. Voilà. Il rentre dans l'histoire à ce moment-là. Tu me disais avant qu'on enregistre, 2014, c'est sur le papier la création de En Voiture Simone. Là, on vient de se lâcher, 2013-2014. L'ouverture du service 2015. Comment l'idée arrive, comment elle se structure dans ta tête ou dans vos têtes, ou deux Édouard ? C'est simple. Donc capitalistiquement, moi je suis intéressé à 100% en fait sur les activités précédentes. L'autre Édouard ne fait que m'aider, finalement, évidemment moyennant rémunération, mais on sent qu'on a envie de créer quelque chose ensemble, capitalistiquement, et un projet aussi de bien plus grande ampleur que ce qu'on faisait précédemment. Donc là, on commence à se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant, qui touche beaucoup de monde, qui peut être intéressant aussi économiquement. Donc on commence à un peu à regarder, à tapoter sur Internet, tout simplement, à regarder un peu ce qui se fait aux États-Unis, à droite à gauche. Et puis, on connaissait Uber, qui était là depuis à peu près 18 mois sur le marché français. Et c'était la mode de l'ubérisation.
Alors on en parlait un petit peu avant parce qu'aujourd'hui on s'en défend de l'ubérisation, mais le modèle dans voiture Simone est loin de ça. Mais en tout cas, voilà, on regarde ça et on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut ubériser? Donc on regarde plein de secteurs. Et plein de secteurs qui, selon nous, à l'époque, et d'ailleurs encore un peu aujourd'hui, font défaut pour le consommateur. Donc je regarde l'immobilier, parce que l'immobilier, bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans et qui sont très bien. Je te coupe parce que quand tu parlais de la mode de l'ubérisation, il faut revenir en arrière pour ceux qui n'y ont pas été ou qui ont oublié. Quand on utilisait ce mot-là dans ces années-là, c'était pour dire comment on va un petit peu venir secouer le prunier ou donner un coup de pied dans la fourmilière dans un marché endormi, historiquement organisé, où il n'y a pas beaucoup d'innovation. Et donc la notion d'ubérisation était très positive, avec l'idée qu'on va aller apporter quelque chose de nouveau, qu'on allait un peu secouer, pas le prunier, mais le cocotier, et faire bouger les lignes. Donc il y avait une notion positive, contrairement à celle qui peut-être aujourd'hui est véhiculée, où on a raccroché à la notion d'ubérisation des notions mauvaises, d'emploi précaire, voilà, de paupérisation, en effet. Ouais. Voilà. Pardon pour... non, mais tu fais bien de remettre dans le contexte. Donc on regarde plein de secteurs, on regarde l'immobilier, parce que on considère que de temps en temps certains agents immobiliers n'ont pas énormément de valeur, et alors qu'ils prennent des commissions très importantes, et que c'est souvent le moment pour les Français où la majeure partie de leur patrimoine se joue. Donc on se dit, bon, c'est quand même un peu embêtant. Donc on a regardé ça, on a regardé l'optique aussi, où les marges sur les verres, par exemple, peuvent être extrêmement importants. Et puis, à l'époque, il y a un ministre de l'économie donc Emmanuel Macron, qui s'intéresse aux professions réglementées. Pourquoi ? Parce que les professions, quand elles sont très réglementées, il y a une absence de concurrence. Et quand il y a une absence de concurrence, généralement, il y a des profits qui sont assez importants, des marges assez importantes, et au détriment du consommateur. Donc là, on se dit, il y a un petit truc qui bouge, téléchargeons ce rapport sur les professions réglementées. Donc on y retrouve les notaires, on y retrouve les greffiers, on y retrouve pas mal de professions, et on tombe sur auto-école. On dit, intéressant. Et là, alors là, le rapprochement se fait très vite entre Uber, avec le service de transport de personnes, et l'auto-école. On se dit, il y a des véhicules, il y a une application, il y a des chauffeurs qui peuvent être des enseignants indépendants et qui peuvent certainement mieux en vivre. Donc là, on commence à creuser, on lance des consultations juridiques, parce que qui dit profession réglementée en France à l'époque, on se dit on risque de perdre nos petites plumes de l'époque. Et les avocats, évidemment, que je respecte beaucoup, mais se sont pas trop mouillés, nous disent, bon, le seul truc qu'on peut vous dire, c'est pas interdit dans la loi, donc quand c'est pas interdit, c'est autorisé, mais à vos risques et périls, le jour où vous passerez devant le juge, voilà, c'est lui qui décidera de votre vie, tout simplement. Et donc à l'époque, on se dit, on va faire le bien, en fait, sur ce secteur. On pense qu'on peut baisser le prix du permis de conduire pour l'élève. On pense qu'on peut rendre plus ludique l'apprentissage. On pense qu'on peut rendre ce secteur beaucoup plus transparent, et améliorer la qualité aussi de l'apprentissage. Donc tout ça, on se dit, ok, allez, on y va. Si on fait le bien, on cassera les barrières. Comment tu commences parce que il y a une notion de tech qui est importante. Cette plateforme, même si c'est pas construire une fusée pour aller sur la Lune, il reste que la mise en relation entre, d'un côté, les candidats, de l'autre, les moniteurs, instructeurs d'auto-école, elle est à faire. Alors comment on fait ? On va débaucher des mecs de chez Uber pour qu'ils le fassent pour toi ? Comment on fait concrètement ? On fait soi-même. Non, très bon point. Dans les expériences précédentes, en fait, on était, Édouard et moi, très frustrés de ne pas comprendre, en fait, ce que faisaient les développeurs.
Donc au-delà de l'aspect économique de je reçois une facture et je ne sais pas à quoi ça correspond, c'était vraiment un ressenti personnel de se dire bon, ils font des trucs, c'est génial, mais nous on ne sait pas faire et on ne comprend pas. Et donc on cherche en fait à se former. Donc au début on va essayer de se former sur internet et on trouve ça assez compliqué, et puis on n'a pas le temps, il y a le day-to-day qui nous rattrape. Et on tombe sur, qui est maintenant un institut qui est très connu, qui s'appelle Le Wagon. Et donc on voit les fondateurs de l'époque qui font une petite session d'essai. C'était dans les locaux de 50 Partners à l'époque. Et donc on se dit, ah ok, on va aller voir. Et ils nous disent, ok, on va faire notre premier batch, notre premier bootcamp, donc c'est une formation accélérée pendant 2 mois, à Numa. Donc Numa, c'est un haut lieu, je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe encore, je ne suis pas certain. En tout cas, un haut lieu de l'innovation, en tout cas de l'époque. Et donc ils avaient une petite salle là-bas et ils disent, ok, on va faire une première promo avec une vingtaine d'élèves et on va les former en fait au Ruby on Rails. Donc le Ruby, c'est un langage de code informatique et Ruby on Rails, c'est le framework qui vous permet de développer. Et donc moi je dis, écoute, c'est génial, allez, on va faire ça. Donc Edouard, toi tu vas gérer le business pendant que moi je vais faire la première formation et puis toi tu feras la deuxième. Donc on a vraiment essuyé les plâtres parce qu'aujourd'hui ils doivent être à leur, je sais pas, 500, 1000 ou 1500 formations. Donc on a fait la première, voilà, la première et la deuxième. Donc maintenant vous comprenez les deux Édouards mieux ce que c'est que le développement. Alors on comprend très bien. Alors Édouard beaucoup plus que moi parce que donc lui a un profil ingénieur et moi commercial comme vous avez pu le comprendre. Et donc moi je suis rapidement sorti du code informatique pour gérer tout le reste, pour lancer en fait la boîte, donc lancer En Voiture Simone. Et Edouard, lui, a pris en fait toute la partie code informatique au début. Donc il était le CTO finalement d'En Voiture Simone. C'est toujours le cas aujourd'hui, la répartition des rôles, ou ça a bougé? Donc on a lancé administrativement En Voiture Simone en octobre 2014, on a ouvert nos portes en 2015, et de 2015 jusqu'à 2018, c'est lui qui a tout fait. Donc il a codé vraiment toute la plateforme. Et en 2018, on pourra y revenir après si tu veux, on a fait une levée de fonds qui nous a permis d'embaucher, comme dit Edouard, un vrai CTO. Bon, on va y revenir. Merci pour cette introduction sur ton parcours et puis sur la façon avec laquelle finalement En Voiture Simone est arrivé dans ta vie et comment les choses se sont organisées. Je retiens quand même qu'il y a une vraie logique, je ne sais pas si tu l'avais identifié comme ça, mais entre la reprise de l'activité familiale, où il y a déjà un rapport avec l'administration, dans un truc réglementé, qui est en rapport avec la voiture, puis la carte grise, après, il y a un petit décroché côté auto-entrepreneur, mais toujours cette logique de lien avec l'administration, et puis qui débouche sur le permis. Donc, merci de nous l'avoir exposé avec autant de transparence. Ça explique beaucoup de choses sur la place que tu occupes aujourd'hui et pourquoi tu te retrouves derrière mon micro. Avant qu'on revienne sur la proposition de valeur en détail En Voiture Simone, je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur, comme je l'indiquais en introduction, et qu'on parle du marché. Il est fondamental de revenir sur ce point-là, puisque on est sur un marché réglementé, organisé depuis toujours autour des auto-écoles, avec, donc tu l'as indiqué, un ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, qui veut qui veut ouvrir tout ça, déréglementer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui veut apporter quand même un réel bouleversement dans la façon dont est organisé ce marché. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ça et nous dire comment il est organisé aujourd'hui, cette relation entre l'offre et la demande et le régulateur? Donc tu l'as souligné, le permis de conduire jusqu'à peu près notre arrivée n'avait pas évolué depuis les années 50. Donc concrètement, le marché de l'auto-école, c'est à peu près 1 million de personnes qui le passent chaque année. C'est un marché en valeur qui représente 1,8 milliard d'euros, qui est pris majoritairement, alors moins aujourd'hui, mais majoritairement par les auto-écoles traditionnelles,
elles sont à peu près 10 000, et tu as 30 000 formateurs. Ça, c'est une moyenne de 3 par auto-école. Exactement, donc c'est des toutes petites structures, avec 180 000 euros de chiffre d'affaires par tête, quoi. Donc c'est vraiment c'est extrêmement fragmenté. Donc évidemment, bon, ça c'est intéressant pour nous, mais on pourrait y revenir aussi. Là-dedans, dans cette équation, on a l'État qui pèse. Alors, ça peut présenter des avantages, mais ça présente aussi des désavantages. Alors, comment l'État pèse ? Alors, l'État, il pèse au travers de quoi ? Déjà dans la réglementation même de comment on passe le permis de conduire. C'est très normé. Il y a un programme, c'est lui qui le définit. Donc, votre enseignant de la conduite ou moniteur d'auto-école doit suivre ce cadre pédagogique. Mais là où il pèse énormément, c'est sur les examens. Donc, jusqu'à 2016, il pesait sur le code de la route. Donc, vous alliez en préfecture pour passer le code de la route. Vous alliez en auto-école, qui est un examen qui à la base était gratuit. Donc, vous alliez en auto-école, ils vous facturaient 150 € en moyenne pour aller à l'examen du code de la route. À peu près 2 à 3 mois après. Et puis, quand l'auto-école estimait que vous étiez prête pour aller à l'examen pratique, ils vous refacturaient à peu près 100 ou 150 €. Et là, vous alliez sur un centre d'examen avec un fonctionnaire d'État qui vous évaluait et qui vous donnait ou pas le permis de conduire. Donc, là-dessus, et on pourra revenir aussi sur à quel point En Voiture Simone et d'autres acteurs ont fait que on change un peu la donne, enfin du moins à moitié, parce que le code de la route aujourd'hui, on a fait en sorte que ça soit beaucoup plus fluide, et il a été externalisé auprès d'organismes privés tels que La Poste, SGS, DECRA, Bureau Veritas, etc. Donc aujourd'hui, vous payez 30 €. En 2 heures, vous pouvez aller passer votre code de la route. Vous échouez, vous repayez 30 €. Le lendemain, vous pouvez le repasser. Avant, c'était... Ouais, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Beaucoup plus fluide. Par contre, on a toujours ce sujet de l'examen pratique qui est orchestré encore par les préfectures. Donc, c'est très décentralisé. Ça se fait vraiment département par département, avec les problématiques que ça peut avoir en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans chaque département. Et c'est des mois d'attente parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs en France. Parce que les inspecteurs sont répartis par préfecture. En fonction, ils ne sont pas le même nombre par préfecture. Non. Il y en a dans les grosses préfectures, enfin grosses par le nombre par la population. En théorie, à Paris, il devrait y avoir plus d'inspecteurs que dans le Cantal. Dans le Larzac. Ouais, voilà, exactement. Bon, après, il s'avère que y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ne veulent pas venir à Paris parce que, par exemple, l'immobilier est trop cher. Donc, bon, voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que, aujourd'hui, l'État pèse encore dans cette équation économique de l'auto-école. Donc ça, c'est l'organisation du marché que je résume entre les instructeurs qui sont organisés historiquement en auto-école, mais qui aujourd'hui peuvent l'être de façon indépendante grâce à des plateformes comme En Voiture Simone. Ça, c'est l'offre. Et la demande, ce sont les candidats au permis. Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle justement de ces candidats au permis. Comment les besoins ont évolué, qu'est-ce qui les différencie des générations précédentes, et puis ensuite on parlera de la rencontre entre les deux, c'est-à-dire à la fois des formations, l'éventail des formations qui existent entre le permis à conduite accompagnée, supervisé, permis automatique, pas automatique. On a un peu évoqué les sujets. Avant qu'on appuie sur le bouton enregistrement, j'aimerais bien justement qu'on en parle à ce moment-là, mais avant ça, justement, les candidats, comment sont-ils aujourd'hui ? Comment on peut les qualifier ? Ouais. Donc les candidats, déjà, 80% des gens qui passent le permis de conduire ont entre 18 et 25 ans. Donc extrêmement jeunes. Ces candidats-là,
Pardon, j'ai perdu le fil. Les candidats, en fait, donc ils sont jeunes. Ouais. Tu dis 80% entre 18 et 25 ans. La question que je te pose, c'est quoi leurs attentes? Il y a évidemment dans les attentes un aspect financier, c'est-à-dire trouver ce qu'il y a de moins cher. Mais c'est quoi leur rapport à l'automobile, à la conduite? Alors, donc, 80% entre 18 et 25 ans, ils veulent passer le permis de conduire, si tu veux, le plus rapidement possible et au prix le plus bas. Et après, géographiquement, tu as, ça on en parlait un petit peu avant, tu as aujourd'hui dans les grandes villes un réseau de transport qui n'existait pas avant, qui devient beaucoup plus dense, beaucoup mieux organisé, et ce qui fait que les jeunes ressentent beaucoup moins le besoin d'avoir un véhicule dans les grandes villes. Par contre, dès que tu sors de la ville, là, il y a un besoin criant. Et il y a énormément de gens, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais il y a 50% des 18 à 25 ans qui vivent dans les grandes villes. 50%. 50%. Okay. Les autres, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que les autres ont des besoins qui sont plus forts en mobilité individuelle. C'est énorme. Donc en fait, à 18 ans et un jour, déjà les 50% qui sont en dehors des villes, ils ont le permis de conduire immédiatement. C'est vraiment un besoin crucial. Les autres, eh bien, ils traînent un peu des pieds. Je te confirme. C'est un cas personnel. Mais ils y passent. Parce que, en fait, ils se rendent compte que, comme tu le disais, ils ont besoin de partir en week-end et en fait, ils sont zéro à avoir le permis de conduire dans la bande. Donc, il faut bien qu'ils y aillent. Et puis, bon, là, c'est plus criant, mais c'est plus tard quand même. C'est quand tu commences à avoir un enfant qu'il faut un peu bouger, ou même si tu as une mobilité professionnelle, parce que on n'en a pas parlé beaucoup, mais le permis de conduire, c'est quoi? C'est la mobilité. Ça te donne de la mobilité, ça te donne de la liberté, et ça te donne surtout la possibilité d'accéder à l'emploi. Et beaucoup de gens, notamment qui n'ont pas de diplôme, c'est leur diplôme, en fait, le permis de conduire. Un chauffeur-livreur qui n'a pas le bac, c'est son diplôme, le permis de conduire. Et c'est ce qui lui permet d'avoir un job. Donc, pour revenir sur les jeunes Il y a une notion supplémentaire, pardon, je te coupe, c'est qu'aussi le permis de conduire, c'est un accès aux zones économiques où se trouve l'emploi pour un certain nombre de personnes et que sans véhicule, ils ne peuvent pas aller travailler. Exactement. Donc en fait, c'est l'examen qui est le plus passé. C'est un examen qui est toujours autant passé. On peut entendre dans la presse « Ah, le permis de conduire baisse, les jeunes s'en détournent, etc. » Mais c'est faux. In fine, ils le passent tous. C'est ça là. In fine, ils le passent tous. Alors, dans les grandes villes, ils le passent un petit peu plus tard. Ça, c'est vrai. Il y a une tendance à ce que ça passe plus tard. Par contre, quand on regarde les chiffres, il y a toujours environ à peu près 1 million de personnes qui le passent chaque année. Et ça, depuis des années. Et puis même, ça augmente un petit peu parce que il y a eu plus de naissances il y a 18 ans, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour dresser un petit peu le marché. Et il y a des attentes quand même de fond, et ça qui ne sont pas liées qu'au permis de conduire et aux jeunes, ça se voit dans plein d'autres secteurs. Il y a cette dimension écologique qui fait que les jeunes ont un souhait d'avoir une mobilité un peu plus réduite, mais surtout beaucoup moins énergivore. Et donc, ils se tournent idéalement vers des véhicules électriques. Et là, on a encore un sujet, c'est que la transition, elle s'explique par plein de raisons, et l'Europe fait beaucoup et presse énormément les constructeurs à ce que ça sorte là d'ici 2035, mais qu'il y ait une transition vers l'électrique qui se fasse beaucoup plus rapidement, parce que... justement, c'est une belle passerelle pour passer sur le sujet sur lequel je voulais t'interroger. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Véhicule électrique, c'est véhicule sans boîte de vitesse. Justement, les permis, aujourd'hui, ils ont différentes formes. Tu m'expliquais qu'il y a donc le permis à conduite accompagnée.
c'est je crois 20%, tu disais, Oui. de l'obtention des permis. Il y a le permis supervisé, il y a le permis automatique qui consiste à prendre 13 heures de conduite, obtenir un permis automatique, rajouter 7 heures de conduite pour in fine avoir le stamp du permis normal, ce qui est une façon de réduire le coût d'accès au permis. Bref, tu peux nous parler un peu de toutes ces formules, ce que tu vois, ce que tu comprends, comment elles sont appréciées? Alors déjà, comme tu l'as dit assez justement, c'est des formules qui sont faites pour idéalement réduire le prix du permis de conduire. Donc on pourrait revenir sur cette baisse du prix du permis de conduire. Permis de conduire, tu me rappelais, c'est globalement en moyenne, c'est 1800 €. C'est 1800 €. Et ce prix, il est aussi exorbitant qu'on peut... Comme on l'entend, c'est énorme pour un jeune qui va le financer lui-même, pour une famille qui a plusieurs enfants à charge, c'est beaucoup trop important. Et ça, le point principal aujourd'hui qui fait que le permis est trop cher, c'est les délais en fait à l'examen pratique. C'est très intéressant que tu précises ça parce que c'est pas évident. On comprend, tout le monde entend 20 heures de conduite et un prix à moyen à 1200, 1300 € en auto-école traditionnelle. En auto-école traditionnelle. C'est donc très éloigné des 1800 € qu'on indique parce que dans la réalité, les candidats sont obligés de prendre des heures de conduite supplémentaires qui, elles, pour le coup, sont facturées à l'heure, donc avec un prix facial supérieur. Exactement. Parce que, tu viens de le dire, il y a des problèmes d'attente. Alors, déjà, certains ont besoin d'un peu plus de formation que d'autres. Mais, on se rend compte que, du fait des délais d'attente, si tu as un échec en premier passage, eh bien, alors déjà c'est long d'avoir le premier passage, donc l'auto-école va te faire prendre des heures de conduite pour pas que tu perdes la main, mais encore plus entre le premier passage et le deuxième. Et là, la note en fait s'allonge énormément. Donc, il y a un vrai sujet sur l'examen final du permis de conduire, qui est aujourd'hui encore géré, comme tu l'as compris, par les préfectures, et ça, En Voiture Simone et d'autres acteurs pousse pour que ça soit externalisé, comme ça peut être le cas déjà sur le code de la route, que ça le soit aussi pour l'examen pratique, comme c'est le cas par exemple en Allemagne. Dans les Länder, tu as des DEKRA qui te font passer le permis de conduire et il n'y a pas plus de morts en Allemagne qu'en France. Et du coup tout ça nous amène à créer des solutions un peu de bric et de broc, hors la conduite accompagnée que je trouve très bien, pour justement essayer de faire baisser le prix du permis de conduire. Donc on arrive sur le permis que tu vas pouvoir passer en boîte auto, où tu vas faire 13 heures, tu vas avoir ton permis en boîte auto, et ensuite tu vas faire 7 heures en manuel. Enfin, tu peux, si tu le souhaites, faire 7 heures de plus. Si tu le souhaites, c'est vrai. Pour l'avoir en manuel. Voilà. Et là, c'est le moniteur de l'auto-école qui te tamponne ton permis. Ton permis. Donc il n'y a même pas l'inspecteur du permis de conduire. Et tout ça pour pas qu'il passe à l'examen parce que les délais sont trop longs. Enfin, ouais. Et il y a la conduite supervisée, pareil, où tu vas faire une vingtaine d'heures de conduite et après tu vas pouvoir faire ça avec tes parents, ton père ou ta mère qui va te superviser le temps de... Et ensuite tu t'inscris pour passer le permis. Et après tu t'inscris pour le permis. Pour passer le permis. Donc on comprend les 1800 €. Finalement... 13 heures. Alors, le permis automatique, il est vrai qu'il y a beaucoup de voitures automatiques. Il y a les voitures électriques pour lesquelles la notion de boîte de vitesse n'existe plus. On voit, et donc c'est 13 heures, parce que tu m'expliquais finalement la complexité de la conduite avec une boîte manuelle où il faut jouer de l'embrayage et passer les vitesses rend les choses plus compliquées. Donc on réduit de 7 heures et ça passe à 13 heures. Ça veut dire que cette réalité, elle est vraiment, elle fait sens pour le marché. C'est-à-dire que les candidats au permis, ils choisissent cette formule-là, beaucoup Alors ça se développe. Maintenant, ça dépend en fait de l'offre. C'est-à-dire que les auto-écoles la mettent à disposition plus ou moins en fonction de leur intérêt économique. Finalement, parce qu'elles ont toujours un intérêt à vendre quand même beaucoup d'heures. Donc,
est-ce qu'elles sont en train, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont en train de réduire en fait le nombre d'heures, mais de facturer plus cher en fait par heure pour s'y retrouver finalement. Donc ça peut être intéressant pour l'élève qui va pouvoir le passer peut-être plus rapidement. Par contre, en termes de sécurité, il aura fait 13 heures en fait sur un véhicule automatique et après il aura juste fait 7 heures en manuel. Et il peut potentiellement avoir son permis qu'après 13 heures. Exactement. Même, ok, c'est un permis automatique, mais il aura eu que 13 heures de conduite. Voilà. Donc il y a aussi un enjeu un peu de sécurité, parce qu'on critique le permis de conduire en disant il est trop cher, il est trop long, etc. Oui, c'est vrai. Mais il délivre une formation de très grande qualité. Une des meilleures en Europe et dans le monde. Donc il faut aussi regarder un peu les deux côtés. Et pour nous, en fait, le vrai sujet, c'est ne tombons pas dans des solutions pour servir un objectif qui est de baisser le prix du permis de conduire et qui peuvent créer en fait des effets de bord, alors que le vrai sujet, on le connaît, c'est l'examen pratique qui doit être beaucoup plus fluide. Oui, qu'on n'ait pas à attendre. Et là, en fait, on aura une vraie formation de qualité à prix juste. Justement, quand le marché s'est ouvert, les acteurs en place, à savoir les auto-écoles, ont quand même freiné des cas de fer. Il y a eu des actions en justice, il y a eu plein de... voilà, tu me disais même que jusqu'à 2020-21, c'était quoi ? Il n'y avait pas de place accordée pour les auto-écoles dites virtuelles comme la plateforme En Voiture Simone. C'est quoi là ? Enfin, comment on a mis des bâtons dans les roues et quelle est la réalité aujourd'hui ? Fais-nous un petit retour sur l'historique de tout ça là. Écoute, donc nous, on se crée donc juridiquement en 2014, on ouvre nos portes en 2015. En 2016, on a 600 auto-écoles qui nous attaquent. Ils se sont groupés ? Ils se sont groupés dans une association qui s'appelle l'UNIC, l'Union nationale des indépendants de la conduite. Indépendants, c'est leur auto-école qui sont indépendantes. C'est pas les indépendants de la conduite qui aujourd'hui travaillent avec nous et qui sont très contents de travailler avec nous, parce qu'ils touchent beaucoup plus qu'en auto-école traditionnelle. Et donc, ils nous attaquent. Et c'est nous, bizarrement, qui avons la charge de la preuve. Donc, on déploie tout notre modèle sur la table du juge. Donc, ils vous attaquent sous quel prétexte, en fait ? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent ? Activité illégale de l'auto-école. Ok. Voilà. Donc, parce que... illégal, parce que vous n'avez pas un statut d'auto-école, mais que... Si. On se lance, on a notre auto-école tout à fait traditionnelle à Paris, donc dans le département du 75. Donc ça, on savait qu'il fallait être vraiment dans les règles et pas dépasser. Et au-dessus, on a mis une plateforme qui, elle, vendait dans la France entière. Et eux nous ont dit, c'est illégal la manière dont vous fonctionnez. D'ailleurs, l'agrément n'est pas national, il est départemental, etc. Donc, bon, on a eu ce procès-là, on l'a gagné. Donc ça, c'était en référé. Et puis après, ils sont passés au tribunal du fond, ce qu'on appelle Voilà. Donc en fait, il y a eu une décision à référer pour ne pas vous bloquer, parce que le juge a dit qu'il ne pouvait pas juger sur le fond, sur le moment, et donc pour ne pas bloquer votre activité, le référé vous a donné raison. Et ensuite, il y a eu le procès dans le fond. Exactement. Plus tard. Alors, pour être très, très précis, en référé, on perd en première instance, justement, sur cette notion de territorialité de l'agrément. Donc nous, c'est pas du tout notre lecture des textes, donc on va immédiatement en appel, on demande un appel très rapide. 3 mois après, donc on doit fermer quand même des zones où on avait vendu, donc ça a été vraiment très 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 gênant. 3 mois après, on gagne en appel et là on peut redéployer normalement. On peut redéployer et ensuite donc on a une procédure qui est lancée quasiment 2 semaines après.
toujours par Mais la même c'est association. uniquement en voiture Simone qui est attaquée ou c'est l'ensemble Que en voiture Simone. C'est-à-dire la concurrence qui existe, elle n'est pas attaquée, elle. Ou alors de façon séparée. Elle est attaquée de manière séparée, mais sur d'autres sujets. Ok. Voilà. Mais nous, on a fait jurisprudence. En voiture Simone a clairement fait jurisprudence sur le secteur. Donc, in fine, vous avez eu gain de cause. Alors, in fine, gain de cause sur absolument tous les points. Donc ça, c'est les syndicats d'auto-école qui nous attaquent. Mais on est assailli de contrôle. Donc, De la part de la répression des fraudes, URSAF, etc. Ils déboulent à 15 dans un local qui fait 45 mètres carrés. Donc on est passé au peigne fin, vraiment au peigne fin. Et ça continue aujourd'hui? Non, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Parce que ça y est. Mais les débuts ont été rock'n'roll, ouais. Et aujourd'hui, les acteurs nouveaux comme En Voiture Simone, vous êtes réunis aussi dans une sorte de lobby ou de, je ne sais pas comment le qualifier, mais du moins d'association. On est dans une association en effet de défense en fait de nos intérêts économiques qui in fine sont pour défendre finalement le consommateur, parce que comme on le disait en préambule, le fait d'avoir un peu de concurrence dans un secteur, c'est bon pour le consommateur. Donc on est regroupé dans une association qui s'appelle la FENA, la Fédération nationale des auto-écoles, enfin des enseignants et des auto-écoles d'avenir. Et en effet, on va défendre tous nos intérêts communs. Donc déjà pour expliquer en fait le modèle, parce qu'il n'est pas forcément connu par tous, principalement auprès des politiques, et puis apporter en fait un autre son de cloche que ceux que les auto-écoles traditionnelles peuvent donner depuis des dizaines d'années. Ouais, c'est ça, depuis toujours. Le modèle a apporté sa preuve. Justement, on va rentrer dans le détail de ce modèle-là. Je le disais, c'est une plateforme d'intermédiation entre des indépendants qui sont des auto-entrepreneurs pour la plupart, c'est-à-dire des moniteurs d'auto-école qui sont certifiés moniteurs d'auto-école, c'est-à-dire qu'il y a une formation, ils peuvent apporter la preuve de cette formation-là, qui s'inscrivent sur la plateforme et puis qui donnent finalement, tu vas me dire si je me trompe, mais un volume d'heures de conduite disponibles. Et puis de l'autre côté, il y a les candidats qui s'inscrivent au permis, qui ont besoin d'être formés. Et vous organisez la rencontre entre les deux, la disponibilité du candidat et le volume d'heures disponibles du moniteur. Je le résume très brièvement, mais c'est ça, comment fonctionne le business model. Aujourd'hui, la promesse, je le disais en introduction, c'est 40% moins cher. Si aujourd'hui, on va sur le site de En Voiture Simone, jusqu'au 22 mai, je crois, c'est ça. Aujourd'hui, il y a même une promo qui vous dit que vous pouvez avoir le permis pour 699 €. Tes enfants sont servis. Voilà, mes enfants sont servis. C'est effectivement un prix affiché bien inférieur au prix moyen constaté et au prix réel payé. Voilà, comment ça fonctionne en fait. Comment on fait, ouais. Alors, ce qu'il faut déjà, c'est comprendre comment fonctionne l'auto-école traditionnelle. L'auto-école traditionnelle, tu as un gérant ou une gérante, un secrétaire ou une secrétaire à l'intérieur, des enseignants salariés, des véhicules en propre qui dorment dans un garage de 19h le soir à 7h du matin, au sein d'un parking que tu vas payer, et tu as également une boutique. Donc, une charge foncière. Tu as une infrastructure. Une charge foncière. Ouais, bien sûr. Avec une zone d'achalandise qui est généralement un quartier ou une moitié de ville. De l'autre côté, En Voiture Simone a dit « Ok, on va changer ce modèle économique pour faire en sorte que ça soit plus efficient. » Donc le gérant, c'est En Voiture Simone. Le ou la secrétaire, c'est la plateforme, ça devient informatique. Les enseignants, ils sont tous indépendants et avec leur propre véhicule. C'est eux qui ont la charge du véhicule. Donc ils vont faire un leasing de 12 mois, 40 000 km auprès du concessionnaire du coin. Et nous, on va venir les requêter vraiment à la demande. La charge foncière, on n'en a pas. Ça veut dire que tu n'as pas de locaux En Voiture Simone partout en France. Tu as la plateforme internet, l'application En Voiture Simone, et tu vas réserver comme sur Doctolib ton enseignant ou ton enseignante à un point de rendez-vous qui est souvent un point d'intérêt
un point d'intérêt majeur là où tu habites. Donc ça peut être soit le lycée, soit la sortie du métro, soit le parking de la mairie, etc. Et donc l'élève va rejoindre en fait son enseignant ou son enseignante, dont il a le nom, dont il a le nombre d'avis, la marque du véhicule, l'immatriculation, etc. Il rejoint l'enseignant, il fait son heure de leçon, il est redéposé au même endroit et l'enseignant du coup va refaire une leçon derrière avec un autre candidat, avec un autre élève. Tout ça, ça fait quoi? Ça fait que grâce au digital, on peut baisser, enfin on capte de la valeur. Cette valeur, on vient baisser le prix du permis de conduire pour l'élève. Donc tu l'as noté, à peu près 40% de moins que dans une auto-école traditionnelle. Mais d'un autre côté, on vient aussi mieux rémunérer l'enseignant de la conduite. Un enseignant de la conduite, ça gagne en France un petit peu plus que le SMIC. Nous, ce qu'on vient faire, c'est on vient le rémunérer quasiment 60% de plus que ce qu'il peut toucher en auto-école traditionnelle. Le SMIC, je le rappelle, je l'ai vérifié juste avant qu'on enregistre, le taux horaire du SMIC au 1er mai 2023, donc c'est quand même actualisé, il est de 11,52 € brut. Voilà. Et nous, on vient rémunérer un enseignant entre 25 et 30 € de l'heure. Brut. En fonction de la zone, voilà, en fonction de la zone où tu vas être par rapport à la demande, etc. C'est-à-dire que plus il y a de demandes, par exemple peut-être à Paris, c'est là où il y a plus de demandes, ce sera une rémunération qui sera plus proche des 30 €. Exact. Et là où c'est plus faible, 25 €. Alors après, pour les gens qui nous écoutent, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, il y a le salarié et il y a l'auto-entrepreneur. Mais on voit bien qu'entre, tu l'as dit, 11 € et quelques et 25 ou 30 €, il y a un gap énorme qui va permettre, après réduction de ses charges, de son véhicule, etc., d'avoir un delta significatif, même après avoir payé ses assurances d'essai, ses assurances santé, etc. C'est ça, les complémentaires, le remboursement du véhicule. À ce sujet, d'ailleurs, vous êtes tellement transparent que n'importe quelle personne intéressée pour devenir moniteur indépendant peut se rendre sur En Voiture Simone et accéder à un simulateur où il se rendra compte de la différence de revenus entre, d'un côté, le revenu salarié et de l'autre, le revenu indépendant. Tout à fait. Voilà. Et donc, il est sensiblement supérieur. Comment vous avez réussi, parce que quand on se lance comme ça, tu as abandonné la partie explication de En Voiture Simone tout à l'heure au lancement, mais il y a bien, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut des candidats pour avoir des moniteurs, et les moniteurs viennent s'il y a des candidats. Et puis comment tu fais pour recruter tout ce petit monde-là? C'est pas facile au début. C'est intéressant. En fait, donc, je fais toujours un parallèle avec Uber, parce que Uber est très dans l'instantanéité. Ils ont un vrai sujet de liquidité en fait de plateforme. Moi, j'appelle ça la liquidité de plateforme, vraiment entre l'offre et la demande. Donc, tu cherches une course, il te faut immédiatement en fait un chauffeur au coin de la rue parce que tu es pressé, quoi. Nous, c'est moins le cas. C'est-à-dire que tu vas t'inscrire chez En Voiture Simone. On va savoir du coup que tu arrives sur la plateforme, tu vas te former au code de la route et ensuite tu vas faire tes heures de conduite. Donc en fait, pendant plusieurs semaines, je sais que tu n'arrives pas sur la conduite. Donc je sais combien j'ai de personnes au mois M, au mois M+1, au mois M+2, etc. dans telle zone. Donc je vais en conséquence aller recruter le nombre d'enseignants ou d'enseignantes de la conduite qui correspondent à la demande entrante. Et ces enseignants-là, ça me permet aussi du coup de leur dire quand je vais vous onboarder sur la plateforme, votre planning que vous m'aurez ouvert à 10% de votre temps, à 20%, à 50% ou à 100% de votre temps, je vous garantis qu'il sera rempli. Parce que je le sais, parce que je sais que toi, Cyril, t'es arrivé donc ça, c'est tel vraiment mois et qu'en moyenne, tu mets tant de mois à faire ton code et tout. Un argument fort. Parce que le recrutement des moniteurs, comme tu le disais tout à l'heure, ou c'est moi qui le disais, bref, on ne se décrète pas moniteur. Il y a une formation qu'il faut suivre, qui est une vraie formation
Voilà. Donc les moniteurs qui aujourd'hui travaillent sur votre plateforme sont, j'imagine, dans l'immense majorité des cas, d'anciens moniteurs d'auto-école. Alors, salariés en auto-école. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'on est allé voir les premiers qui étaient déjà des... On n'a pas créé le marché, c'est-à-dire qu'on avait des enseignants qui existaient, qui étaient indépendants. Mais qui faisaient ça de temps en temps. C'est-à-dire ils remplaçaient un congé maternité, ils étaient entre 2 ETP quand il y avait un accroissement d'activité. C'est-à-dire le gérant ne voulait pas prendre un ETP supplémentaire, donc il en prenait 0,5. ETP équivalent temps plein pour ceux qui sont... Ouais, exactement. Et du coup, on est allé voir ces gens-là, on leur a dit, bon, combien vous gagnez par heure? Ils nous ont dit 25 €. Ok, on leur a dit, mais vous faites ça combien de fois, là, du coup, par semaine? Ils nous ont dit, bon, bah, on doit faire, je sais pas, 15 heures. Ok, génial, donc on a fait nos petits calculs, puis on leur a dit, bah, écoutez, dans notre manière de faire, on est capable de garder vos 25 €, déjà, et de faire en sorte que vous le fassiez toute la semaine, et donc tout le mois. Et donc là, bah, les moniteurs et les monitrices nous ont dit banco, ça nous tente. Et donc les indépendants ont commencé à switcher en fait vers Voiture Simone. Et les enseignants qui étaient, et qui sont encore, et je les appelle à nous rejoindre, dans les auto-écoles traditionnelles, eh bien, ont vu qu'ils pouvaient gagner beaucoup mieux leur vie, ne plus avoir finalement de patron, qui lui a des intérêts économiques, à faire en sorte que l'élève finalement dépense le plus d'heures possible, alors que lui, il n'est qu'enseignant, et il a le souhait que la formation soit la mieux dispensée, quoi. La mieux dispensée, et puis pas à rallonge, juste pour des intérêts économiques. Donc ça l'intéresse. Aussi la possibilité, parce qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte qu'il puisse travailler quasiment en bas de chez lui. Donc c'est quand même beaucoup plus plaisant. Et puis, il se rend disponible quand il le souhaite. C'est ça. Et on observe aujourd'hui des voitures avec sur le toit, je sais pas comment ça s'appelle, enfin le panneau auto-école, oui, qui circule le dimanche. Exactement. Ça, c'est la grande force du modèle dans Voiture Simone. Alors, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Si. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Donc ça, c'est quand même énorme, 40% de moins. Mais c'est aussi beaucoup plus pratique. Parce que tu peux te former donc, au code de la route gratuitement, ça on pourrait y revenir aussi, mais complètement gratuitement, où tu veux, quand tu veux. Les leçons de conduite, tu les réserves à 2h du matin si tu as envie, sur ton canapé, pour les effectuer de 6h du matin à 23h le soir. Donc la plage horaire est très vaste. Est très vaste. Et ça, 7 jours sur 7, même le dimanche. Et tu peux le faire aujourd'hui à Lyon, ou à Paris, ou à Montpellier. C'est-à-dire que si tu as une mobilité quelconque... T'es pas dépendant d'une zone géographique. T'es pas dépendant, en fait. T'es pas dépendant. Alors qu'avant, ton fils, ta fille, ou toi, tu avais une mobilité soit professionnelle, soit scolaire, c'était fini, en fait. Tu avais payé l'auto-école, c'était terminé, et puis tu t'asseyais dessus. Ouais. Là... Ton livret d'apprentissage, il est dématérialisé. Donc, en fait, l'enseignant de Paris note à chaque fin d'heure de conduite ce qui s'est passé. Et l'enseignant de Nice ou de Bordeaux, reprend le livret d'apprentissage et peut reprendre la formation de ton fils ou de ta fille là où ça sert. Alors ça, c'est très, très intéressant, effectivement, pour... là, je pense à ma fille qui passe son bac. L'année prochaine, elle sera probablement en province et elle pourrait commencer aujourd'hui à apprendre des leçons et les poursuivre et les finir ailleurs. La réalité, ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Mais dans la réalité, est-ce que les gens ne sont pas finalement assez attachés aux moniteurs qu'ils ont trouvés et cherchent à poursuivre la formation toujours avec le même? Alors oui. En moyenne, ils ont à peu près 2 enseignants. D'accord. 2 enseignants lors de leur formation. Et l'avantage, en fait, aussi avec En Voiture Simone, c'est qu'il a, l'élève a accès au calendrier de l'enseignant. Donc, il peut aller booker directement dans son calendrier une leçon de conduite. Évidemment, si l'enseignant lui correspond bien. Mais il peut s'avérer aussi que l'enseignant ne lui plaît pas. Et là, il peut en changer en un clic.
Ce qui est souvent pas le cas dans une auto-école traditionnelle. On le disait tout à l'heure, en moyenne, ils sont 2 voire 3 dans une auto-école. Donc on en change, bon, ça la fout un peu mal quand je vais à ma leçon de conduite et que je croise l'ancien enseignant avec qui ça s'est pas forcément bien passé. Alors que là, bon, voilà, on change en un clic, en 2 secondes, on peut prendre un autre enseignant, il n'y a pas de souci. Et tous les enseignants, ça on l'a pas dit, mais sont évalués à chaque fin d'heure de conduite par la communauté. Donc aujourd'hui, ça permet en voiture Simone de le dire très clairement et justement, et c'est la vérité, d'avoir le meilleur réseau d'enseignants de France. Parce qu'ils sont tous notés à chaque fin d'heure de conduite. Et donc, tu es assuré, lorsque ton fils ou ta fille rentre chez En Voiture Simone, d'avoir des enseignants en fait de qualité. Qualité évaluée. Ce qui n'est pas le cas quand tu pousses la porte d'une auto-école traditionnelle aujourd'hui. Alors, il commence à y avoir quelques avis sur Google. Mais tu pousses la porte d'une auto-école traditionnelle, tu as 1 ou 2 enseignants et tu as un turnover énorme. Parce qu'ils sont très mal payés. Et donc, à un instant T, tu vas tomber sur quelqu'un de bien, à un autre moment, pas du tout. Ouais, c'est un peu partout la réalité. Il y a des gens bien et des gens moins bien. La réalité, c'est qu'en fait, sur En Voiture Simone, vous donnez de la transparence à cette réalité et que naturellement, le marché va éliminer ceux qui sont les moins bons. C'est-à-dire que si un enseignant ne change pas alors qu'il a des mauvaises notes, il va pas avoir d'élèves et il sortira donc naturellement de la plateforme. Le fonctionnement même de la notation et de la et du retour en fait que peuvent apporter les candidats, c'est justement de valoriser ceux qui font des efforts pour être de bons instructeurs, de bons moniteurs, de bons enseignants. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est appréciable, qui est aussi en cohérence avec ce qu'on observe partout ailleurs dans cette société de consommation, entre guillemets. Et vous jouez le jeu là-dessus. Tu parlais du code tout à l'heure, et qu'effectivement, en fait, tu peux me le redire, mais En Voiture Simone est très connu pour pouvoir passer le code gratuitement. Ça a aussi été une stratégie d'acquisition. Exact. Tu peux développer et me redire ce que tu me disais tout à l'heure? Bien sûr. Donc, vous avez compris, dans un pack permis d'auto-école traditionnelle, il y a du code de la route et des heures de conduite, principalement. Ça, en moyenne en France, dans une auto-école traditionnelle, ça coûte 1 200 €. Ce qu'on constate, c'est que le code de la route, ça représente à peu près, c'est facturé dans les 300 €. Nous, ce qu'on s'est dit, au lieu d'aller lever énormément d'argent, des millions d'euros, pour aller les donner finalement à TF1, M6, etc. On va faire en sorte de s'affranchir de cette ligne de revenus du code de la route, parce que notre modèle économique nous permet de le faire, contrairement à une auto-école traditionnelle. On va s'affranchir de cette ligne de revenus, on va développer une super application téléchargeable sur le Play Store ou l'App Store de code de la route. Évidemment, elle fait tout, elle vous permet de prendre les leçons de conduite, etc. Et on va la rendre entièrement gratuite. Et ça, on a lancé ça il y a 24 mois. Et ça a cassé, bouleversé, je ne sais pas comment on peut le dire, disrupté tout le secteur de l'auto-école. Tout le secteur de l'auto-école. Du jour au lendemain, tous les gens qui, en auto-école traditionnelle ou même sur l'App Store ou le Play Store, où il y avait des solutions qui existaient de code de la route, mais de mauvaise qualité, se sont retrouvés avec une super app qui permet de faire absolument tout, et notamment avec un code de la route d'une qualité parfaite, parce qu'on a fait en sorte de travailler nos questions, notamment avec les personnes qui ont contribué à l'examen du code de la route national, donc ce que vous pouvez retrouver à la Poste ou autre. Évidemment, c'est pas la même question, ils n'ont pas le droit, mais la qualité est du coup assurée. Et donc, le marché s'est retrouvé avec une super app, un super contenu de code de la route, entièrement gratuite. Mais du coup, les auto-écoles, elles ne peuvent plus faire payer quoi que ce soit. Elles le font encore parce qu'on n'est pas encore assez connus.
Donc, Cyril, merci de ton invitation. Je pense que parmi les auditeurs, il y aura plutôt des prescripteurs que des candidats au permis de conduire. Je pense qu'il y aura plus de parents que de jeunes qui écoutent ce genre de contenu. D'ailleurs, les parents, ils sont prescripteurs ou pas ? Eh bien, nous, c'est ce qu'on pensait en fait au début. On s'est dit, mais forcément, ils ont un rôle très important à jouer. Parce qu'on peut penser qu'ils le financent, etc. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que, toujours une partie le finance quand ils le peuvent. Mais on s'aperçoit que le pouvoir, en tout cas, a changé. C'est-à-dire que c'est le jeune qui amène sur la table en voiture Simone et qui dit à papa et à maman, je souhaite passer par là. Alors pour plein de raisons, parce qu'il a trouvé notre appli sympa, parce que le logo était cool, ou parce que, et c'est souvent le cas, son copain ou sa copine est passé par une voiture Simone et elle en est très contente. Et ensuite les parents restent quand même dans l'équation, mais avec juste un avis. Ils sont beaucoup moins déterminants qu'avant. Ça s'est inversé. Ce qui les motive à être aussi quelque part enthousiastes à cette offre-là, c'est qu'ils voient, là, comme je l'ai sous les yeux, 699 € versus 1002, 1003 ailleurs. Donc s'ils se disent que leur enfant est prêt à s'investir dans le permis au travers d'une plateforme comme En Voiture Simone, et que, by the way, il y a 40% d'économie à la clé, c'est aussi quelque chose qui peut être un game changer. Il y a pas que le prix. Alors le prix est énorme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'avoir la souplesse de l'apprentissage, le fait de pouvoir se former où on veut, quand on veut. Ça, ils en ont conscience, les parents. Il n'y a plus d'excuses en fait pour le jeune de je peux pas aller à l'auto-école, il faut que je révise, etc. Non, tu as ton application de code de la route dans la main. Donc en fait, tu peux en faire quand tu veux. Il y a un temps mort, tu peux te former. Tu peux réserver aussi très facilement. Il y a des points de rendez-vous partout. Enfin, on est présent dans 70 agglomérations. Il y a plus de 250 codes postaux couverts. Oui, parce qu'il y a un maillage quand même. Les moniteurs d'auto-école qui travaillent en région parisienne, ils ne vont pas être à Strasbourg. Exact. On est d'accord. Ouais. Donc il faut mailler un peu le territoire. Tout à fait. Et du coup, cette facilité, on l'évoquait tout à l'heure, on peut faire des heures de conduite aussi le dimanche. Mmh. Tout ça, plus l'évaluation aussi des enseignants, le fait qu'il y ait une qualité nettement supérieure en fait aujourd'hui aux auto-écoles traditionnelles. Et alors le prix, ça met tout le monde d'accord. Ouais, c'est ça. Alors on se dit mais en fait où est le loup ? Ouais. Et pendant longtemps on nous a dit mais où est le loup ? Le loup, c'était en effet le délai sur l'examen pratique, qui était plus long, parce qu'on n'en a pas parlé, mais qui était plus long pour les auto-écoles en ligne, et notamment en voiture Simone, que pour les auto-écoles traditionnelles. Ouais, aujourd'hui, c'est fini. Heureusement, c'est terminé depuis 2021. Voilà, puisque c'est l'information que tu me donnais, là, juste avant qu'on enregistre. Effectivement, il n'y avait aucun slot attribué pour les auto-écoles virtuelles, comment on appelle ça ? Auto-école en ligne. En ligne, auprès des inspecteurs. Il fallait que les candidats utilisateurs de votre plateforme s'inscrivent en candidat libre avec des délais hyper longs. Voilà, et donc ça a été fini en 2021, c'est ça ? Exact, ouais. 2021. Et maintenant, tout le monde... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez les mêmes droits que n'importe quelle autre auto-école à inscrire les candidats ? Ça veut dire qu'on a le même traitement administratif qu'une auto-école mais c'est même bon en fait pour les auto-écoles traditionnelles et notamment les jeunes en fait qui se lancent. Parce que historiquement, les auto-écoles traditionnelles, lorsqu'elles se lançaient, par exemple à Paris ou même dans d'autres départements, elles avaient 4 places le premier mois. Si les 4 personnes qu'elles présentaient avaient 100% de réussite, elles obtenaient une place de plus le mois d'après. C'est bizarre comme fonctionnement. Et ainsi de suite. Ce qui fait que les très vieilles auto-écoles avaient énormément de droits à place. Les jeunes auto-écoles qui se lançaient et qui voulaient faire une promotion, par exemple, elles n'étaient pas capables en fait d'amener les gens, d'amener tous les permis qu'elles avaient vendus à l'examen. Donc en fait, ça crée même un problème pour les auto-écoles traditionnelles. Donc ça, c'est fini. Donc ça, c'est terminé. Comment ça fonctionne ? Alors comment ça fonctionne ? C'est simple, vous avez 10 enseignants dans votre auto-école, je caricature, mais vous avez 10 enseignants, vous avez 10 places. Vous avez
plus de 500 enseignants, comme en voiture Simone peut avoir aujourd'hui, bah vous avez plus de 500 places, en fait, par mois. Ok, donc ça dépend de la capacité de production de l'auto-école. Ok, il y a une forme de, c'est très juste. De justice. Voilà. C'est très juste. Par rapport à ça, et c'est bien que ça fonctionne ainsi. Est-ce qu'on a fait le tour, Édouard, ou est-ce qu'il y a des points importants qu'on aurait zappé d'évoquer la relation... Ah oui, si, le dernier, la relation client. Très importante chez en voiture Simone. Non mais voilà, il y a finalement un contact avec les moniteurs. Il y a un contact avec les moniteurs, c'est physiquement le seul contact, enfin tu vois, la relation humaine qu'il y a, c'est avec les moniteurs d'auto-école et les candidats. Comment vous orchestrez le reste? Donc nous, déjà on considère qu'on est, donc c'est bête, mais dans auto-école, il y a école. Donc on est une école. Et on sait quels sont les avantages et quels sont les désavantages du en ligne. Donc on fait en sorte, par plein de mécanismes qu'on pourra évoquer, de faire en sorte qu'il y ait un lien humain très fort entre l'élève, nous, et l'enseignant. Alors l'élève enseignant, on comprend, et vous? Et nous, comment ça se fait? Donc déjà, lorsque la personne va s'inscrire, on va rentrer en contact avec elle. Donc comme une auto-école traditionnelle pourrait. C'est quoi, un coup de fil? Ça peut être un coup de fil, ça peut être... Enfin, il y a email évidemment, il y a SMS, mais il y a aussi un call, par exemple, de bienvenue. Ensuite, dans la formation au code de la route, et ça c'est aussi un avantage de notre modèle, on va savoir, quand toi, par exemple, Cyril, si tu es en train de te former au code de la route, bah, quand est-ce que tu t'arrêtes? Où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu n'es pas bon. Là où tu n'es pas bon, on va t'envoyer des programmes précis, du contenu précis et adapté, en te disant, tiens, il faudrait que tu révises, par exemple, tous les panneaux de signalisation, parce qu'on voit que tu fais des erreurs, en fait, là-dessus. On va voir aussi quand ton téléphone, par exemple, ne bouge pas. On va dire, ah tiens, on a constaté que tu avais du temps à ce moment-là chaque semaine, donc on va t'envoyer, en fait, un push en te disant, tiens, ça serait pas mal que tu... Ok, vous incentivez, vous motivez, vous réveillez en fait. On réveille, ce qui est pas le cas en fait en auto-école traditionnelle. Ouais. Donc là-dessus, on motive. Ensuite, évidemment, sur les examens, on vient féliciter. On envoie des petits trucs sympas. Voilà, t'as eu ton code, t'as fait ta première heure de conduite. Enfin, on essaye de te motiver un maximum parce qu'on peut pas être physiquement derrière chaque élève, c'est pas possible. Donc on utilise au maximum les outils digitaux pour recréer en fait ce lien. Donc c'est pas parfait, c'est clair, mais c'est beaucoup mieux que en fait un élève qui va dans une auto-école traditionnelle et qui finalement n'a pas forcément de contact et qui abandonne. Ouais, je comprends. Et c'est intéressant que tu le précises, que justement il y a cette présence qui au travers d'algorithmes et de technologies, mais qui vient aller motiver le jeune à dire bouge-toi, faut que tu continues à avancer, on est là, ou bravo pour les étapes qui ont déjà été franchies. Écoute Édouard, je crois, ça fait 1h10. On est pas mal. Hein, c'est pas mal. Bon, c'est un sujet qui... on pourrait rester encore longtemps. Qui passionne. Merci mille fois pour cet échange. Merci à ComExposium et One-to-One pour le support apporté à l'ensemble de ces épisodes et à celui-ci en particulier. Merci à vous mes chers auditeurs pour votre présence et les messages de soutien que vous me faites parvenir très régulièrement. Une fois encore Édouard, merci à toi, je te dis à bientôt et puis merci à toi aussi Cyril et merci à tous les auditeurs et auditrices. Merci et puis bonne chance pour la suite. Allez, en voiture Simone.